Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous êtes réveillés. Il va falloir danser un moment. On va faire des trucs avec de la musique et tout. Donc il faudra vous lever, faire les fous, les folles, enfin, comme vous voulez. Non, c'est pas vrai, vous n'êtes pas obligés. On va parler de la recherche, des moteurs de recherche à l'ère de l'IA, parce que beaucoup de choses ont changé. On va notamment parler de la recherche classique habituelle, telle qu'on l'a fait notamment dans Elasticsearch, et des limitations qu'on y voit. Comment l'arrivée des modèles de machine learning ont un petit peu modifié tout ça. Qu'est-ce que la recherche vectorielle? Tout à l'heure, il y avait un excellent talk, si vous l'avez vu, sur le RAG juste avant. On va voir la partie recherche vectorielle typiquement tout à l'heure. Et on verra un petit peu de RAG à la fin, justement, comment OpenAI qui est arrivé a changé un petit peu la donne de tout ça. Pendant la présentation, de temps en temps, je vais mentionner des features qui sont dans la version commerciale d'Elasticsearch. Donc il y aura un petit bandeau commercial, comme ça vous êtes au courant de quand c'est commercial ou quand c'est dans la version gratuite. La démo principale que je vais faire, par exemple, elle est uniquement avec les éléments gratuits d'Elasticsearch. Alors, Elasticsearch, vous savez, c'est fait pour faire de la recherche. C'est basé sur une bibliothèque super performante qui s'appelle Apache Lucene, qui a plus de 25 ans d'existence. Et c'est en fait dans Lucene que l'équipe Elastic a principalement contribué le code qui permet de faire de la recherche vectorielle aujourd'hui. Et c'est ce qu'on utilise dans Elasticsearch. Alors Lucene, historiquement, on faisait de la recherche plus mot à mot et non sémantique. Pour illustrer ce propos, je vais prendre une phrase célèbre. Ce ne sont pas ces droïdes-là que vous cherchez. Okay. Qu'est-ce qui se passe quand on veut indexer cette phrase ou quand on veut chercher cette phrase? En fait, on va passer par ce qu'on appelle un analyseur de texte, ce qu'on voit ici, où on va passer une première étape, c'est filtrer les caractères, par exemple ici HTML, donc enlever les balises EM, faire de la tokenisation, on va découper le texte aux espaces globalement, et puis fabriquer des tokens. Et pour chacun des tokens, ensuite, on va les faire passer par des filtres. On va tout mettre en minuscules. On va faire des stop words pour enlever les mots courants de la langue anglaise, là, en l'occurrence. Faire du snowball, c'est faire du stemming un peu, prendre les infinitifs, les formes singulières, les radicaux des mots, ce genre de choses. Et quand on analyse cette phrase, en fait, ce que ça donne dans Elasticsearch, c'est droid you look. Quand on va chercher, on va passer par le même système et on va fournir les mêmes termes finalement. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi le souci? Ma phrase c'était « ce ne sont pas ces droïdes-là que vous cherchez ». Mais ce que j'ai indexé, ce sont les droïdes que je cherche. Donc déjà, au niveau du sens, on a perdu quelque chose qui est important. Si je cherche machine, ça va pas fonctionner parce que j'ai indexé droïde, j'ai pas indexé machine. Alors on s'en sort avec des synonymes, il n'y a pas de souci, on sait faire ça très bien. Mais l'idée, ça serait d'arriver à simplifier un petit peu tout ça et peut-être de faire de ce qu'on appelle de la recherche sémantique, où on va plus donner du sens, en fait, plutôt que de faire de la comparaison mot à mot tel qu'on le faisait habituellement. L'objectif de tout ça, c'est d'arriver à avoir dans notre barre de recherche, plutôt que de mettre des mots-clés sur voici ce que j'espère que tu as indexé, cher moteur de recherche, lui poser plutôt des questions à la fin qui sont, par exemple ici, quel est l'équipage et les vaisseaux dont j'aurais besoin pour détruire une étoile noire quasiment finie ou est-ce qu'il n'y aurait pas un secret, une faiblesse cachée quelque part? Donc plutôt que poser des mots-clés. Alors Elasticsearch, vous savez, c'est pour la recherche, mais peut-être que vous ne savez pas que c'est aussi une vector database, donc c'est fait pour faire de la recherche vectorielle. Alors qu'est-ce qu'un vecteur? Quelqu'un connaît ce film? Il y a des personnes aussi âgées que moi? Ok. Un vecteur, ça va permettre de représenter des données suivant certaines caractéristiques. Donc ici, j'ai voulu représenter, est-ce que mon image, elle est plutôt réaliste ou est-ce que c'est plutôt une forme cartoon? Donc on voit que Leia, elle est à gauche, elle est réaliste, coordonnée -1, et Dark Vador, il est plutôt à droite, coordonnée +1. Alors évidemment, on va rajouter d'autres dimensions. Je veux ici caractériser, est-ce que c'est plutôt un humain ou est-ce que c'est plutôt une machine? Donc Leia est définitivement humaine, donc elle va être +1 sur l'axe des Y. Et Dark Vador, il est coupé en deux. Alors on l'a mis à 0 ici parce qu'il manque une partie du corps. Évidemment, il y a beaucoup plus de dimensions que ça dans les systèmes qu'on va utiliser, mais là on se limite à 2 dimensions de façon à ce que humainement on puisse se le représenter. On va ensuite rajouter de la donnée et on va essayer de grouper ces données ensemble. Donc j'ai toujours mes 2 premiers vecteurs et puis ensuite je vais rajouter Luc. Luc, ok.
Vraisemblablement, ces coordonnées, ça va être -1, 0,8. Ouais, il manque un bout de la main, donc c'est peut-être pour ça 0,8. Puis ensuite, on va rajouter d'autres. On va dire, tiens, Obi-Wan Kenobi, mais sous forme cartoon. Bah, ces coordonnées, c'est +1, +1. Et puis ici, un droïde, mais qui est réaliste, ça va être, du coup, ces coordonnées -1, -1. Le but de tout ça, c'est quand même de faire de la recherche. Donc, je veux chercher pour cette entité. D'après vous, comme ça, si je demande ça à mon moteur de recherche, qu'est-ce qui sort en premier? Leia, j'ai entendu Leia. Ouais, ça me paraît logique. Nous, on sait se le représenter dans la tête visuellement. Là, on se dit, ah ouais, le personnage le plus proche, visiblement, c'est Leia, vu les caractéristiques qu'on a mises ici. En deuxième, bah, je vais avoir Luke, probablement. En troisième, c'est difficile. J'ai pris ici un parti pris que ça serait Obi-Wan, mais ça aurait très bien pu être aussi la machine, parce que franchement, j'ai du mal à distinguer. C'est peut-être la machine, en fait, je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'à l'opposé de ma recherche, je vais avoir Dark Vador. C'est sûr que lui, il est à l'opposé. Alors, pour arriver à partir de mes images et générer des vecteurs, il va falloir trouver des modèles de machine learning qui vous permettent de faire ça. Donc le conseil, c'est de commencer par des modèles qui existent sur étagère. Il y en a tout un tas sur Hugging Face qui peuvent vous servir. Pour du texte, vous pouvez utiliser Microsoft E5, par exemple, qui est très bien là-dessus. Pour les images, OpenAI Clip, qui permet de générer des vecteurs à partir de vos images aussi. C'est très bien. Si c'est pas suffisant, vous allez pouvoir faire du scoring hybride. On verra ça tout à l'heure dans Elasticsearch pour arriver à tuner un petit peu tout ça. Voir. Ce qu'il faut peut-être faire, c'est fabriquer votre propre modèle, mais alors là, il faut des data scientists, il faut des gens qui savent générer des modèles et travailler là-dessus, et beaucoup de données aussi sont nécessaires là-dessus. Attention, quand vous allez choisir votre modèle de machine learning que vous allez utiliser, faites attention entre ce sur quoi il a été entraîné et votre cas d'utilisation réel. Si vous allez courir et vous entraîner tous les jours pour le 100 mètres, et au bout d'un an, il est fort à parier que vous ne serez pas capable de courir un marathon pour autant. Vous n'avez pas été entraîné pour le bon cas d'utilisation. Donc là, c'est pareil pour les modèles. Il faut vraiment choisir le bon modèle. Alors, une fois qu'on a trouvé notre modèle, comment on fait une recherche vectorielle? On va partir de documents en entrée. Ça peut être des images, ça peut être du texte, ça peut être du son. Tout à l'heure, on fera une démo avec du son. Je passe par mon modèle de machine learning et je fabrique une représentation vectorielle de mes documents en entrée, mes entités en entrée. Quand je veux faire une recherche, je prends ma requête, je la fais passer par le même modèle de machine learning que j'ai utilisé lors de la phase d'indexation. J'en fabrique un vecteur et mon but, c'est de trouver quel est le vecteur le plus proche par rapport au vecteur que je représente de ma query. Ce que vous avez fait mentalement tout à l'heure, quand je vous ai présenté Yann Solo, vous avez dit « Ah, c'est Leia, ok, c'est sans doute le vecteur le plus proche. » Voilà, c'est ce que vous avez fait. Et on affiche les résultats dans l'ordre de distance par rapport au vecteur. Alors, comme on indexe des vecteurs en vrai, pour ceux qui connaissent Elasticsearch, quand on indexe classiquement un document, j'ai un peu simplifié l'URL, mais c'est à peu près ça. J'envoie un document vers Elasticsearch avec un document JSON qui a un certain nombre de champs et tous les champs vont être indexés. Pour ce qui est notre champ texte, on va se retrouver avec de l'indexation classique, avec des tokens, avec les analyseurs de texte dont j'ai parlé tout à l'heure, au tout début. Donc là, j'ai un champ description typiquement, et voilà, il va être tokenisé, mis en minuscules, blablabla. Quand on veut faire de l'indexation de données vectorielles, ce qu'il faut faire, c'est transformer notre contenu qu'on souhaite transformer et représenter sous forme de vecteur. Donc par exemple, la description, ça vient d'un site marchand là. La description de mon produit, sous forme de vecteur. Vous voyez en jaune, à droite, le tableau de vecteur, le tableau de float qui représente notre vecteur. Donc pour faire ça, vous passez par un script Python, par exemple, qui applique votre modèle de machine learning, vous générez le vecteur, vous transformez le document JSON et vous l'envoyez enfin à Elasticsearch. Vous pouvez faire ça aussi pour de l'image. Tout à l'heure, on a parlé d'OpenAI Clip. Vous appelez OpenAI Clip, vous générez votre vecteur qui représente l'image et plaf, et vous l'envoyez aussi dans Elasticsearch. Pareil. Avec la version commerciale, on est capable d'embarquer des modèles de machine learning sur les nœuds de machine learning. Donc pour ceux qui sont clients chez nous, dans la salle, qui ont déjà des nœuds de machine learning, vous pouvez vous déployez votre modèle dans Elasticsearch et à ce moment-là, faire de l'inférence dans Elasticsearch directement. Donc envoyez le document à Elasticsearch, il fait l'inférence, il fait la génération du vecteur pour vous et il l'indexe derrière.
Pour loader un modèle, en fait, on choisit son modèle sur Hugging Face, pourquoi pas. Et puis ensuite, on a un petit script qui s'appelle Eland, qui aussi fonctionne. Il y a une image Docker pour ça. On lui dit, voilà où est mon cluster, voilà quel est l'ID du modèle que je souhaite importer, et quel type de tâche il doit faire. Je vais revenir là-dessus juste maintenant. Quel type de tâche? On supporte un certain nombre de modèles de machine learning que vous pouvez charger dans Elasticsearch. Donc pour l'instant, il y a cela. Notamment, dans le talk précédent, on parlait de reconnaissance d'entité. Effectivement, là, il y a un des modèles qu'on supporte, c'est faire de la reconnaissance d'entité. Extraire du texte que vous avez en disant ça c'est une personne, ça c'est un lieu, ça c'est etc. Donc ça vous fait un tableau qui correspond à tout ça. Text embedding, c'est la représentation sémantique de votre texte, typiquement. Texte classification, faire de l'analyse de sentiments, ce genre de choses. Donc tout ça, vous pouvez le faire, le loader dans Elasticsearch. Comment on cherche des vecteurs? Un petit peu de la même façon, on prend le texte que l'utilisateur cherche, on lui fait passer par un autre script Python qui génère les embeddings avec le même modèle de machine learning qu'on a vu tout à l'heure, et là on va faire une recherche de type KNN. Il est possible de faire un autre type de recherche, mais là je vais parler du KNN pour l'instant. Et donc on va lui passer le tableau de vecteurs qui sort de notre script Python qui représente notre texte SummerClose. Et on va l'appliquer sur notre champ desk embedding. Alors ce qui est bien pour ceux qui ont déjà fait l'Elasticsearch ici, c'est qu'on est toujours dans le monde qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire du filtrage. Là, je vois que je fais un filtre uniquement sur le département women. Ouais, je sais que je suis sur mon site marchand sur le département pour femmes. C'est pas la peine de me présenter des résultats qui viennent d'ailleurs. On a la pagination, les agrégations. Tout ça, ça vient avec la recherche vectorielle. Donc tout est packagé ensemble. C'est très pratique. Donc, le pendant de tout à l'heure, ce que je disais avec la version commerciale, si vous avez un nœud de machine learning, plutôt que de faire générer le texte par un script Python, vous passez le texte directement à Elasticsearch dans la requête, et nous, on va faire l'inférence à la volée, générer le vecteur, et puis faire la requête, mais c'est à peu près la même chose. Je vous montrerai qu'on travaille dans la version 8.15 sur quelque chose d'autre, mais je vous montrerai ça vers la fin. Alors pour faire de la recherche vectorielle, vous avez besoin de 3 composants. Il faut être capable de faire de l'indexation, de la recherche et de la génération des embeddings. La recherche dans Elasticsearch, c'est ce qu'on appelle KNN, c'est cette recherche-là, et je vais vous expliquer dans un instant comment ça marche exactement. Dans l'indexation, en fait, on va typer des champs et on va dire que ce sont des vecteurs denses qu'on va utiliser. Et c'est eux qui vont être capables de stocker notre représentation sous forme de vecteurs. Et enfin, pour la génération, soit vous faites ça, ce que j'ai dit tout à l'heure, sur, je sais pas, Hugging Face directement ou autre service, soit vous le faites tourner en local, soit vous le faites tourner dans Elasticsearch, comme vous voulez. Alors, comment ça marche en vrai? Comment, visuellement, nous, on a représenté notre requête? On sait qu'on avait, on cherchait Han Solo. Comment on a fait pour trouver cette information? Bon, là, si je pose Yann Solo, il n'y a pas de doute. On voit bien que le vecteur le plus proche, c'est sans doute Leia, donc c'est probablement elle qu'on cherchait, qui est la plus proche. Mais ça s'applique visuellement sur 2 dimensions. Si on a 1 millier de dimensions, visuellement, on ne sait plus faire. Donc, comment fait la machine? Elle fait en gros du cosinus. Alors, le but, c'est de trouver quel est l'angle le plus proche, proche de 0. Et pour trouver ça, on va faire donc du cosinus. C'est cette formule. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de maths, donc je m'en rappelle plus trop, mais c'est pas grave. En tout cas, le score qu'on calcule, c'est quoi? C'est 1 plus le cosinus divisé par 2. Et je vous explique ça. Qu'est-ce que ça donne? Si j'ai des vecteurs qui sont similaires, j'ai un angle qui est proche de 0, mon cosinus va être proche de 1. 1 plus 1 divisé par 2 égale 1. Si j'ai des vecteurs orthogonaux, je vais avoir un angle proche de 90, donc un cosinus qui va être proche de 0. 0 plus 1 divisé par 2 égale 0,5. Et enfin, si j'ai des vecteurs qui sont opposés, je vais avoir un cosinus qui va être proche de moins 1. 1 moins 1 divisé par 2 égale 0. Donc en gros, j'ai un score qui va entre 0 et 1 dans Elasticsearch. 1, c'est les mêmes vecteurs. 0, c'est les vecteurs opposés. Donc ça se balade là-dedans. Plus vous êtes proche de 1, plus vous avez des vecteurs similaires. Alors ça, c'est une formule que vous pouvez appliquer. Il y en a plusieurs. Vous pouvez définir ça dans votre mapping dans Elasticsearch, dire quelle est la stratégie que vous allez utiliser pour faire votre recherche. Quand j'ai parlé tout à l'heure des cosinus, on tenait compte que de l'angle. On tenait pas compte de la longueur du vecteur.
Ici, on peut tenir compte aussi de la longueur du vecteur en rapportant le vecteur Q sur la droite D, et puis voilà, en faisant une normalisation, on va arriver à trouver un score. Anecdote, mon fils, qui avait un examen de maths il n'y a pas longtemps, qui est en première, avait justement le dot product au programme, et il a foiré son contrôle, hein, complètement. Il a foiré parce que lui, c'est un gamin, il a besoin de sens. Il dit, je vois pas à quoi ça sert ce truc. Bouge pas. Je vais t'expliquer comment on s'en sert dans les moteurs de recherche. Donc j'espère maintenant il a compris et que ça a un peu plus de sens. Il y a d'autres possibilités. Il y a L de norme aussi, qui là va tenir compte des coordonnées de chacun des points et faire un certain nombre de choses. Donc en fonction de votre cas d'utilisation, c'est pareil, c'est des choses, il faut le tester en fonction de votre cas. Et il y a un quatrième cas, une quatrième similarité, mais je la maîtrise pas assez pour vous en parler ici. Alors quand on a commencé dans Elastic, il fallait faire donc ce calcul de cosinus. Quand on a commencé les vecteurs, ce qu'on faisait, c'était du brute force. Donc on prenait notre vecteur et puis on calculait les cosinus un à un avec tous les vecteurs qui étaient stockés. C'était long, très précis, mais long. Et en fait, on a implémenté finalement un autre papier, et c'est ce qu'il y a derrière la recherche KNN dont je vous ai parlé, c'est ça, c'est HNSW, où l'idée c'est de naviguer par couche et puis de trouver ensuite quels sont les vecteurs les plus proches en faisant des approximations au début, et à la fin ne faire vraiment le calcul du cosinus que sur les derniers vecteurs les plus proches qu'on a identifiés. C'est moins précis, mais néanmoins, ça donne quand même de très bons résultats d'après ce qu'on a vu. Par contre, au niveau de la vitesse, c'est sans commune mesure. Alors, comme on sait par quel nombre de documents on va passer, il y a un switch automatique dans Elasticsearch qui dit bon, ok, on sait qu'on a très très peu de documents à itérer, on peut faire du brute force dans ce cas-là. Ou alors, sinon, on commence par du KNN et puis après, du HNSW. Et puis après, on switch aussi, il faut. J'ai parlé d'Elasticsearch qui contribue à Lucene, donc les principales contributions sur la recherche vectorielle dans Lucene, c'est fait par les équipes Elasticsearch. Donc on a notamment augmenté le nombre de dimensions. On supporte maintenant jusqu'à 4096 dimensions dans Elasticsearch et Lucene sur ça. C'est pas parce qu'on supporte 4096 dimensions qu'il faut utiliser 4096 dimensions. Que tout ça, ça vient avec un coût. On a besoin énormément de mémoire pour arriver à gérer à monter nos arbres de vecteurs là. Il faut les monter en mémoire. Alors c'est off heap, donc ça va. On ne bouffe pas toute la heap de la JVM, mais néanmoins ça requiert pas mal de ressources. Je bois. Alors l'indexation est plus lente. Parce que vous avez vu que dans mon JSON, j'envoie un tableau de vecteurs ou des tableaux de vecteurs. Donc ça représente un objet JSON qui est beaucoup plus gros que d'habitude. Et puis aussi, le merge des segments est plus lent. Alors c'est quoi le merge des segments? Donc dans Elasticsearch, on a des index Lucene. Et dans les index Lucene, on a ce qu'on appelle des segments qui sont des structures de fichiers immuables. Et donc à certains moments, on est obligé de fusionner ces segments entre eux pour en faire des plus gros. Et ce merge, du coup, comme on a beaucoup plus de données sous forme de structure de vecteurs là, du coup, ça rend la tâche beaucoup plus lente. Alors, on a fait des optimisations récemment qui rendent ça finalement pas si lent que ça, mais il y a quand même un coût derrière. Alors, il y a un certain nombre de bonnes pratiques à avoir. Évitez de faire des recherches pendant que vous indexez. Pour ça, il y a une fonction dans Elasticsearch qui s'appelle les alias. C'est des index, c'est des pointeurs vers des index réels, donc c'est des index virtuels. Donc on imagine que votre index de prod, il est là en ce moment et vous avez un alias qui pointe dessus. À côté, vous créez un nouvel index sur lequel vous faites votre réindexation vectorielle comme vous avez envie, là, éventuellement même sur une autre machine. Et quand vous avez fini, vous switchez l'alias, c'est atomique, et vous détruisez l'ancien index et c'est fait. Donc ça, c'est une bonne solution. On verra dans ma démo le deuxième point, exclure les vecteurs du champ source. Vous savez, ce tableau de vecteurs là, en fait, vous allez jamais le présenter à un utilisateur au final. C'est pas ça qui l'intéresse. Par contre, ça vous sert à calculer. Donc, quand vous ne faites pas l'exclusion du champ source, quand vous faites une requête dans Elasticsearch, il revient nativement avec les résultats. Et donc, c'est de la bande passante, c'est des IO, c'est etc. Plein de choses comme ça. Donc, vous pouvez l'exclure et ça, c'est encore mieux.
Et puis ensuite, les deux derniers points, réduire le nombre de dimensions et utiliser des octets plutôt que des floats. Je vais vous l'expliquer de cette façon-là. L'objectif, c'est de réduire la mémoire utilisée. Donc là, imaginez, ça représente mes vecteurs en gros, et la hauteur du carré correspond au fait que j'utilise 4 octets, c'est des floats, pour chaque vecteur. En fait, on peut réduire peut-être, au lieu de représenter nos dimensions sous forme de float, on peut les représenter sous forme d'entiers. Donc on divise par 4 déjà l'espace nécessaire. C'est ce qu'on appelle la quantisation. Maintenant, on le fait depuis la 8.14, je crois, on le fait automatiquement pour vous dans le mapping. Vous envoyez un float, il va automatiquement faire de la quantisation. Et dans la 8.15, qui est en train d'arriver, on a mergé hier une pull request qui va même aller plus loin, qui va même représenter vos vecteurs sous forme de bits cette fois. Donc on est vraiment beaucoup plus fin. Il faut voir si ça marche encore dans votre cas d'utilisation, donc c'est des choses à tester. Mais pour l'instant, les tests qu'on a faits sont plutôt prometteurs. Et tout à l'heure, je vous parlais du nombre de dimensions. C'est pas parce qu'on a 4096 dimensions possibles qu'il faut les utiliser. Peut-être que vous savez, parce que vous maîtrisez votre outil votre modèle de machine learning, peut-être qu'il y a un certain nombre de dimensions qui vous servent pas ou des valeurs qui vous servent pas. Donc ça, vous pouvez peut-être les éliminer et de façon à envoyer à Elasticsearch beaucoup moins de vecteurs. J'aurais dû faire mes pavés plus petits d'ailleurs, j'y pense. Ça, on le fait pas automatiquement dans Elasticsearch par contre. Donc ça, c'est à vous de le faire si vous avez besoin ou envie de le faire. Comme toujours, ne vous fiez pas aux benchmarks publiés par les éditeurs, y compris les nôtres. Okay. Testez vous-même avec votre propre cas d'utilisation parce que vous aurez là au moins des vraies réponses qui correspondent à votre cas. Ok. Alors, on a vu Elasticsearch pour faire de la recherche vectorielle, on a vu Elasticsearch classique pour faire de la recherche mot à mot, lexicale. Maintenant, on pourrait peut-être essayer de combiner les deux. Et combiner les deux, c'est de dire, je fais ma recherche basée sur les termes, je fais ma recherche basée sur les vecteurs, et je vais combiner tout ça. Alors, comment on peut faire ça? Dans une requête Elasticsearch, je fais une première requête match, donc ça c'est à l'ancienne, j'allais dire, donc sur des mots-clés. Et je cherche sur le champ description et je cherche pour le texte Summer Clothes. Donc là, je vais faire une recherche classique comme je faisais avant. Ce qui peut donner des très bons résultats d'ailleurs. Peut-être même plus précis que la recherche vectorielle dans notre cas. Pourquoi pas. Et je lui donne un facteur de boost, qui je pense est mal choisi en l'occurrence. Mais on en parlera un petit peu après. Et puis ensuite, je rajoute dans ma requête, je dis mais je veux aussi faire de la recherche vectorielle. Donc je vais faire de la recherche vectorielle sur le champ desk embedding qui correspond à la description mais générée sous forme de vecteur, ce qu'on a fait tout à l'heure. Je lui passe ma query qui représente mon Summer Clothes mais cette fois sous forme de vecteur. Et cette fois je booste par 0,1. Je pense que j'aurais dû faire l'inverse. 0,9 pour le KNN et 0,1 pour l'autre. Et aussi je peux filtrer, faire un pré-filtrage. Ça m'évite d'avoir à traverser tous les documents de mon index. Si je sais que je suis dans une certaine catégorie, je peux limiter le nombre de documents sur lesquels je vais passer. Puis après, il y a du post-filter aussi qu'on peut exécuter. On peut aussi faire des recherches KNN sur plusieurs choses. Donc des recherches KNN sur une image, des recherches KNN sur du vecteur, donc des recherches vectorielles différentes, combinées avec de la recherche textuelle. Enfin, vous pouvez aller go wild, comme on dirait. Alors on a sorti un modèle de machine learning qui est développé chez nous qui s'appelle Elser, que vous pouvez déployer sur vos nœuds de machine learning dans Elastic. C'est pas le même style de modèle. Ça va pas fabriquer des vecteurs denses, mais ça va fabriquer des vecteurs éparses. C'est stocké dans un index inversé et ça le rend très rapide. Je vais vous montrer ça concrètement pour que vous compreniez ce que ça fait. Et c'est ce qu'on appelle du text expansion quand on va faire des requêtes. On va étendre un texte qu'on propose à autre chose. Alors, comment on fait en fait pour faire de l'inférence dans Elasticsearch, on peut lui dire on a un endpoint qui s'appelle inférence, on lui dit quel est le type de tâche quel type d'inférence qu'il doit faire. Donc text embedding, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on prend du texte et on le représente sous forme de vecteur, la complétion, du re-ranking ou du sparse embedding que je viens juste de citer avec Elser par exemple. Et
On définit les services et chaque service peut avoir ses propres settings. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on supporte, c'est ça, c'est Cohere, Hugging Face. Si vous avez un endpoint Hugging Face, vous pouvez l'utiliser là. Mistral, OpenAI, les autres. Elasticsearch, si c'est un modèle de machine learning que vous avez chargé dans Elasticsearch, que vous avez montré précédemment. Et enfin, Elser. Donc, quelques exemples. Pour faire de la complétion avec OpenAI, par exemple, je vais lui donner, voilà mon service, voilà ma clé, etc. Text embedding avec Hugging Face. Et le dernier qui m'intéresse, c'est faire du sparse embedding avec mon service Elser, qui est mon modèle fait par Elastic. Et quand je présente à mon modèle Elser ces phrases-là, ce ne sont pas ces droïdes-là que vous cherchez, ou Obi-Wan, t'as jamais dit ce qui est vraiment arrivé avec ton père. En réalité, ce qu'il va fabriquer, c'est ce que j'appelle, moi, des sortes de synonymes boostés. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ça, hein, c'est une probabilité plutôt de termes qui s'appliquent aux phrases, mais j'aime bien voir ça comme des synonymes boostés. Donc, en disant, c'est plus fort que les synonymes, parce que quand on génère des synonymes dans Elasticsearch, ils n'ont pas de poids par défaut. Là, non, on va tenir plus ou moins compte d'un synonyme en fonction du poids qu'on a mis sur le synonyme. Ça marche comme ça. Alors, on a vu la recherche basée sur les termes, la recherche basée sur les vecteurs denses, et la recherche basée sur les vecteurs éparses. Sauf que, recherche basée sur les termes, le score il va être entre 0 et 3000 peut-être. Okay. Score basé sur les vecteurs, on a dit entre 0 et 1. Score basé éparse, je ne sais pas, peut-être entre 0 et 10, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Si on essaye de combiner ça simplement en utilisant du boost, bah ça dépend. Et le boost, il est difficile à prévoir, pardon. Donc à la place, vous pouvez implémenter ce qu'on appelle du RRF. Alors il y a un papier qui décrit ça. L'idée, je prends juste deux algorithmes pour représenter ce que c'est. Donc à gauche, l'algorithme 1, c'est plutôt de la recherche vectorielle, on est entre 0 et 1. Et à droite, c'est de la recherche basée sur des termes, on est entre 0 et 1341. Donc trouver le bon boost, ça va être difficile. Donc le papier RRF, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'on ne va pas tenir compte des scores, on oublie. On va juste tenir compte des rangs de chaque document par algorithme. Donc l'idée, c'est que vous faites un appel à l'algorithme 1 dans Elasticsearch, puis à l'algorithme 2 dans Elasticsearch, et après vous mélangez tout ça. Et vous appliquez cette formule mathématique qui est en fait très simple. Vous prenez le rang dans chacun des algorithmes, vous rajoutez 60, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la valeur par défaut, mais elle est plutôt bonne. Voilà, pour le document A, ça fait 61, document B 62, etc. Vous faites la même chose dans le deuxième, le rang de chaque document. On voit que mon document A, par exemple, il sort aussi dans le deuxième algorithme de ranking, mais en deuxième position, donc il est à 62. Et en fait, on fait une addition ensuite. Et en faisant cette addition, on va se rendre compte que c'est le document A qui est sorti dans les deux algorithmes de ranking que je voulais, indépendamment du score, il apparaît, et plutôt à des bonnes positions, donc il est au-dessus de ma liste. Donc ça, c'est une implémentation que vous pouvez faire vous-même. Il y en a qui le font. Dans la version commerciale, on a la possibilité de le faire aussi avec ce qu'on appelle des retrievers. Donc ça, c'est une nouvelle façon d'implémenter la recherche, on va dire, en ce moment, qui est sorti en 8.14. Et donc, quand on fait un retriever RRF, on va faire ce multi-appel pour vous et cette combinaison pour vous directement. Vous n'avez pas à faire 3 appels dans Elasticsearch, c'est un seul appel et on vous donne le résultat. Donc, on mélange le match, Elser, la recherche vectorielle, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. On n'a pas plus de son que ça ? Bon, je mixe. Ça, c'est mon podcast. J'avais mixé au Rice Camp. Il y en a qui étaient là quand j'avais mixé au Rice Camp. Il y a un qui était là. Bon, c'est top. Tout ça, au-delà de l'auto-promo, c'est pour vous faire une démo. Le but de la démo, c'est de dire, j'ai des fichiers audio qui sont stockés sur mon disque dur. Je vais passer par un modèle de machine learning qui va me faire une représentation vectorielle de mes fichiers audio. Je les indexe dans Elasticsearch. Et puis, je vais chanter une chanson. Ça va passer, en fait, j'aurai déjà un fichier audio préenregistré. Ça va passer par le même modèle de machine learning. Je vais faire ma recherche KNN et je vais récupérer les résultats les plus proches et donc les fichiers audio les plus proches. Ça, c'est le but.
Alors voyons ça. Donc, j'ai ici un petit notebook qui normalement fonctionne. Donc j'ai déjà importé Elasticsearch et mon modèle de machine learning, il vient pas du tout d'Elastic, il est pas lié, pas affilié avec Elastic du tout. Il vient de cette librairie audio tagging. Et c'est ici que j'ai chargé mon modèle de machine learning. Donc là j'ai un modèle maintenant qui me permet de faire quelque chose. Je vais vous montrer dans un moment ce que c'est. Donc je me connecte simplement à Elasticsearch, ok, et je vais créer un index. Donc là je le fais. Donc ce que je fais, c'est que je détruis l'index s'il existe, voilà, et puis j'en crée un nouveau. Qu'est-ce que j'ai mis comme settings? Donc j'ai mis que j'ai certains champs, c'est classique Elasticsearch, j'ai des champs texte, un champ date, un champ keyword, pourquoi pas. Mais surtout ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai un champ audio embedding et que je lui dis c'est un vecteur dense. Alors j'ai même mis ici le nombre de dimensions, l'index, la similarité que je voulais utiliser. Ça, il le fait par défaut, il le trouve tout seul. Et même maintenant, si vous supprimiez tout ça, il est capable de trouver que c'est un tableau de vecteurs que vous avez trouvé avec la dimension et il vous crée le mapping tout seul. Néanmoins, je préfère toujours fixer mon mapping. Moi, je pense que c'est une bonne pratique. Et ce audio embedding, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Je lui ai dit, tu l'exclus du source. Donc quand je vais t'interroger, c'est pas la peine de le restituer à l'utilisateur, tu me l'enlèves. Il sera là juste pour l'indexation. Bonne pratique. J'ai un petit script qui liste mes fichiers audio, ça, pas très intéressant. Celui-là est plus intéressant. Il va me permettre à partir d'un fichier audio, de me générer les embeddings, donc la représentation vectorielle de mon fichier audio. Donc je charge mon fichier audio avec une librairie quelconque. En gros, je pense que je garde une des deux pistes, ça doit être du stéréo, mais je prends la piste mono, je pense que c'est ça, mais je suis pas exactement sûr. Qu'importe. Ce qui est important, c'est ça. C'est là. Modèle.inférence, c'est là où je fais l'inférence. Je passe mon fichier audio, mon contenu audio, et je lui dis, vas-y, fais-moi l'inférence, génère-moi les vecteurs qui correspondent à ça. Et c'est ce que je retourne ensuite. Alors, c'est quoi cette inférence? Si vous allez dans le repository GitHub des gens qui ont créé ce modèle, ils vous donnent en fait les classifications qu'ils ont faites de chacun des fichiers audio. Donc, en gros, il va reconnaître est-ce que c'est un discours? Est-ce que c'est un discours d'un homme, d'un enfant, d'une femme, une conversation? Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui chante? Est-ce que c'est un homme qui chante, une femme qui chante? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Ouais, je vous laisse traduire celui-là. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui applaudit? Non, le faites pas. Est-ce que... Voilà, tout un tas de choses. Et si on va un petit peu plus loin, on va dire, est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est des instruments de musique? Est-ce que c'est de la guitare électrique, acoustique, basse, du banjo? Est-ce que c'est plutôt du synthétiseur? Est-ce que c'est du clavecin? Etc. Donc toute la classification derrière, voilà, après du violon, est-ce que c'est plutôt des... Enfin, vous avez compris. D'instruments à vent et compagnie. Donc c'est la classification qui va sortir de mon modèle de machine learning, et c'est ça que je vais récupérer. Comment on indexe dans Elasticsearch? Donc j'ai cette méthode-là, store in Elasticsearch, où en gros je vais lui passer le titre de ma chanson, mais c'est surtout, je vais lui passer dans mon champ audio embedding que j'ai créé tout à l'heure dans le mapping, je vais lui passer mon tableau de vecteurs, c'est ce qu'il va indexer. Pour chercher une chanson similaire, je vais vous le montrer juste après ça. Alors, je liste les fichiers audio que j'ai sur mon disque, c'est ceux-là, j'en ai pas beaucoup, hein. Donc ça va pas être un truc de performance, etc. Hein. J'ai 10 documents, pensez au benchmarking, hein, vous faites pas avoir. Ceci dit, Elastic est rapide quand même. Donc je prends chaque fichier audio de mon répertoire, j'en récupère les embeddings, et puis je stocke cet embedding à chaque fois avec le fichier audio dans Elasticsearch. Et là, c'est ce que j'ai fait. Donc pour chacun des fichiers audio, on voit ici le tableau de vecteurs qui représentent chacun des fichiers audio. Donc ça, c'est, vous savez, Luke, Leia, Dark Vador et tout ça, c'est ça en fait, mais à beaucoup plus de dimensions qui est indexé dans Elasticsearch. Et pour trouver une chanson similaire, donc on va prendre celle-là, on va imaginer que j'ai chanté. C'est ma voix. J'étais à fond, je fais ce que je peux. Là, Donc je passe par le même processus de génération des embeddings que j'ai utilisé lors de l'indexation. Il faut que ça soit cohérent tout ça. On ne peut pas comparer des torchons et des serviettes. Donc voilà mes embeddings. Et voilà la représentation de ma voix sous forme de vecteur. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ça. Et ensuite, je vais faire une requête dans Elasticsearch
avec ce tableau de vecteurs sur mon champ audio embedding. C'est exactement ce que je fais ici. Alors je vais vous montrer cette requête, je l'ai exécutée, mais elle est où? Elle est là-haut. Donc qu'est-ce que je fais? Je fabrique une query, je vérifie juste que le champ existe bien, le champ audio embedding dans mon document, et puis je fais une recherche de type KNN sur ce champ-là en passant les vecteurs. C'est exactement ce que je vous ai montré dans les slides tout à l'heure, c'est ni plus ni moins que ça. Okay. Et je fais une recherche classique qu'on sait faire dans Elasticsearch. Et donc ça va me donner des résultats. Et je vais prendre les 5 premiers. Alors les 5 premiers, le premier qui retourne, c'est moi-même. C'est mon fichier audio. Alors par contre, je suis un peu déçu parce que je suis pas 100% égal à moi-même. Et alors là, donc ça, d'après mes collègues, c'est une approximation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on faisait des approximations automatiques. On envoie des floats et ça génère des entiers à la place. Bah, peut-être que ça, c'est un des résultats de l'approximation. On reste toujours le premier document, mais on n'est plus à 100%. Et le deuxième, par contre, c'est celui-là. Alors, on va le regarder, on va l'écouter. Donc c'est cool, ça marche. Alors, vous ne faites pas avoir par les présentations. Hein. C'est pas Shazam. On n'a pas reconnu les notes de musique, pas du tout. Là, ce qu'on a reconnu, c'est que c'est vraisemblablement un homme qui chante et qui fait un humming, quoi. Okay, qui fredonne. C'est ça. Hein, vous ne faites pas avoir par les prés. Moi-même, ça m'a surpris, mais j'ai trouvé ça plutôt plaisant. Après, j'avais celui-là. Ensuite, dans la liste, un peu plus loin. Alors, il y a toujours de l'acapella, il y a toujours des gens qui chantent, mais il y a un petit fond d'instrument, donc qui ne doit pas être très fort. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il apparaît à ce niveau-là. Puis, si on prend le suivant, qu'est-ce qu'on a ? Donc on est d'accord, il n'y a aucun rapport avec la musique, hein, mais juste, il y a de l'acapella, puis il y a de la batterie. Alors il y a moins d'instruments, donc peut-être, je ne sais pas pourquoi il l'a mis comme ça, où la batterie est plus forte, ce qui fait que ça l'a peut-être éloigné de notre truc du début. Puis ensuite... Là, je me suis dit, c'est cool, je ressemble à un chanteur d'opéra quand je chante, c'est vraiment chouette. Non, bon, pas du tout, c'est un vecteur qui est après. En tout cas, tout ça pour vous dire que à partir du moment où vous savez transformer votre n'importe quoi en vecteur, l'indexer dans Elasticsearch, vous êtes capable de le rechercher. C'est ça qui est important à retenir de cette partie. Alors ensuite, on a ChatGPT qui est arrivé. Et la première réaction de tout le monde, ça a été de dire « Ah, panique, on n'a plus besoin de moteur de recherche, c'est fini. Avec Generative AI, on n'a plus besoin de tout ça et allez mourir les dinosaures. » Alors, c'est pas tout à fait exact. Au contraire, moi, je trouve que ça a eu un intérêt énorme, et on le voit d'ailleurs d'un point de vue business chez Elasticsearch, c'est que les gens avaient délaissé un petit peu dans les systèmes d'information la barre de recherche. Ils leur donnaient plus beaucoup d'amour, c'est juste, ouais, c'était problem solved, c'est bon, ça marche. Et là, tout d'un coup, ils se sont dit, ah, en fait, on peut faire des trucs encore plus cool pour nos utilisateurs, et ça a donné, je trouve, plein d'énergie. Alors, quel est le problème du LLM de base ? Vous posez une question, ça envoie cette question à votre LLM favori qui a été entraîné sur des données publiques, et ça vous fabrique une réponse. Une réponse. Il y a plusieurs trucs. Un, d'abord, sur quelles données ça a été entraîné. Je vais vous montrer ça juste dans un instant. Bon, peut-être que c'est pas à jour, mais peut-être qu'il est honnête et qu'il va le dire correctement. Par contre, ce que j'aime pas trop, moi, dans les LLM, honnêtement, c'est le ton. C'est que il me dit, si, je t'assure, j'ai raison, c'est ça en fait. Donc je dis souvent à mes gamins, prenez le LLM, ChatGPT, tout ça comme un pote. C'est pas parce qu'un pote vous affirme que la réponse est vraie qu'elle est vraie. Vous pouvez douter de votre pote, vous pouvez douter du LLM aussi. C'est pas nécessairement la vérité. Et donc quand je pose des questions du style, quelle est la version courante d'Elasticsearch ? Donc là c'est ChatGPT 3.5, j'ai un peu triché. Il me dit, là il est honnête, parce qu'il me dit, d'après ce que je savais quand j'ai indexé la donnée la dernière fois en janvier 2022, c'était la 7.10, mais peut-être que ça a changé, tu devrais aller voir sur le site de l'éditeur. Okay. Mais j'ai une autre question qui m'intéresse plus. Combien j'ai d'argent sur mon compte Revolut personnel ? Il me dit, je sais pas, je peux pas t'aider. Je dis, pourquoi ? Parce que j'ai pas accès à tes données de ton compte Revolut personnel. Heureusement. Je ne veux pas que ChatGPT ou n'importe qui ait accès à mes données bancaires. Par contre, en tant qu'utilisateur, j'ai envie d'être capable de poser cette question-là à ma banque en langage naturel. Et je vais vous montrer juste après ma démo.
une autre petite démo qui résout justement ce souci-là avec ce qu'on appelle du RAG. Donc si vous avez vu la session d'avant dans un autre amphi, des collègues de Ouest France, on a déjà parlé du RAG. Donc l'idée, c'est que vous posez une question. Cette question, vous l'envoyez à votre base de données qui est ici, là, favorite pour les vecteurs. J'ai Elasticsearch, hein, c'est votre base de données favorite pour les vecteurs, évidemment. Ou pour la recherche traditionnelle, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, qui va chercher dans vos données métiers. Ça va récupérer donc des documents qui semblent valides, en tout cas par rapport à la question. Et avec tout ça, vous allez fabriquer une question que vous allez envoyer cette fois à votre LLM favori, en lui donnant un contexte très particulier et en lui disant surtout, basé uniquement sur ce contexte-là, donne-moi la réponse à la question qui a été posée et fabrique-moi une question intelligible. Et là, ça va vous donner une vraie réponse avec des vraies données métiers qui sont vraiment actualisées parce que ça vient de votre système d'information. Donc c'est vrai, c'est bon. Alors je vous fais une petite démo, c'est sorti en 8.14, ça s'appelle Elastic Playground. Je viens juste de sortir ce truc-là. Donc l'idée, c'est quand vous arrivez dans Elastic, vous avez ce bouton-là, Playground. Donc vous allez choisir les index avec lesquels vous allez bosser. Playground, c'est pour faire du RAG de façon... je suis en train de jouer, c'est un petit peu comme le Jupyter Notebook, quoi. Je suis en train de jouer avec mes données dans Elasticsearch. Donc voilà, je vais travailler sur ces données-là. Ces données-là, c'est les données du wiki Elastic. Quelques données qu'on a indexées. Donc je fais suivant. Et ici, voilà, je peux commencer déjà à dialoguer. Alors, je suis connecté avec Azure OpenAI, avec qui je vais travailler. Et puis, je lui ai donné des instructions. Voilà, tu es un assistant qui doit faire la question-réponse. Puis, je vais lui dire « Please answer in French, in a funny way ». On va voir ce que ça donne. Et je vais lui demander ici « What is NASA ?» C'est quoi la NASA? Vous savez ce que c'est? Donc là, il interroge Elasticsearch dans ma base documentaire et il me fabrique une réponse. En fait, il envoie quelque chose au LLM. On lui a envoyé 1001 tokens là, au LLM. Et il me dit, voilà, NASA, dans ce contexte, signifie North America, South America, et représente une région de notre organisation commerciale. Attention à ne pas confondre avec l'agence spatiale américaine. Ah oui, là, dans mon contexte, j'ai une vraie réponse qui correspond à mon vrai contexte métier, en fait. Je ne suis pas en train d'halluciner des réponses. Je vais tenter autre chose, des fois ça marche pas. Who is Thomas Pesquet? Parce que des fois, en fait, il respecte pas trop ce que vous lui demandez comme instruction, donc on va voir ce qu'il va me dire. Ah, voilà, ça c'est bien. Je ne sais pas qui est Thomas Pesquet car il n'est pas mentionné dans les documents fournis. Effectivement, on pourrait donner une réponse, mais moi, dans mon contexte métier, la business, il n'y a pas d'intérêt à trouver Thomas Pesquet. Pour autant, on a quand même envoyé des tokens, parce que nous, on a peut-être trouvé du Thomas, on a peut-être trouvé du Pesquet, mais on a dit au LLM, vas-y, fabrique-nous une réponse avec tout ça. Ce RAG, moi, enfin ce playground là, j'aime beaucoup, parce qu'ici, il y a un petit bouton qui s'appelle View Code. Et là, vous pouvez faire un copier-coller de ce bout de code-là, qui est en utilisant le client Elastic ou en utilisant LongChain, par exemple, si vous faites du LongChain. Prenez ça. Et vous avez le petit bout de code à appliquer. Vous avez même le prompt là qui est défini. Enfin, pour vous, faites un copier-coller de ça et puis hop, vous partez en prod, presque. Enfin, vous n'êtes pas loin quand même d'avancer. Donc ça, c'est cool. Alors, vous vous rappelez de ma question ? Combien d'argent j'ai sur mon compte personnel Revolut? Bon, on a un collègue qui a fait en fait une démo il y a 2 jours. Et donc j'ai dit tiens, je vais récupérer sa démo. Il a fait une petite vidéo où typiquement il cherche avec une recherche classique sur son compte bancaire Food and Groceries. Il dit ça donne rien du tout. Par contre maintenant il va dire je vais utiliser ma recherche vectorielle. Bah, Food and Groceries maintenant, ah oui, ça va lui donner quelque chose. Mais en plus, il va pouvoir faire du RAG en disant, OK, combien j'ai dépensé chez Spar? Je lui pose la question. Et donc là, on envoie les données qui correspondent au résultat de la recherche. On envoie ça au LLM et le LLM fabrique une réponse, etc. Alors pour ceux qui seraient inquiets, vous pouvez faire tourner du LLM en local avec du Ollama aussi, si vous voulez pas le faire tourner à l'extérieur. Mais c'est possible. Oh, je suis en avance, je pense. Oh, ça tombe bien, j'ai des petits trucs à aborder encore.
Alors, avant de faire la vraie conclusion, je vais vous montrer ce qui arrive en 8.15, donc qui n'est pas sorti encore. C'est quelque chose qui arrive. Imaginons que j'ai défini je veux faire de l'inférence dans Elasticsearch, et dans un nœud de machine learning, j'ai chargé un modèle déjà, qui est E5, dont je vous ai parlé tout à l'heure de Microsoft, qui tourne dans Elasticsearch du coup. Donc ça, je l'ai fait. Ce qu'on doit faire en 8.14 quand on veut faire de l'indexation et de la recherche, aujourd'hui, c'est je crée un index où j'ai un champ quote qui est de type texte pour faire ma recherche classique lexicale traditionnelle, et puis j'ai un quote E25 qui est une représentation vecteur dense de la même chose. Okay. Quand j'indexe mon document, je dois présenter les deux versions. Alors, je peux demander avec un ingest pipeline à demander à Elasticsearch de faire l'inférence, mais quelque part, j'ai un truc un peu plus complexe à faire, enfin assez complexe, et je dois donner dans mon document les deux champs. Je dois présenter les deux champs quand j'indexe. Et quand je recherche, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que je dois faire une recherche KNN sur un champ quote 5 en utilisant le query vector builder là dont j'ai parlé tout à l'heure, en lui disant voici quel est l'ID du pipeline à exécuter pour faire l'inférence, etc. Donc très verbeux. Vous avez vu? C'est super verbeux ce truc-là. Dans la 8.15, ce qu'on fait, c'est qu'on a défini un nouveau type de champ qui s'appelle semantic text, qui porte bien son nom, avec l'ID du pipeline à utiliser pour faire l'inférence à l'indexation et à la recherche. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mon champ quote. Je dois avoir une souris là. Non, j'ai pas de souris. Mon champ quote, qui est de type texte, j'ai fait un copy to quote E5. C'est-à-dire qu'automatiquement, à l'indexation, le texte que je vais donner à l'utilisateur dans le champ quote, je vais aussi le fournir à Quotify qui va faire automatiquement l'inférence pour moi. Donc ça se traduit par quoi? Quand je veux indexer un document, c'est simple, j'indexe mon texte, point barre, et on se débrouille avec ça. Nous, on fait tout le reste. Okay, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Et lors de la recherche, vous avez vu ma recherche KNN de tout à l'heure, là, qui est un peu verbeuse, pardon. Bon, là, je fais une recherche sémantique sur le champ quote I5, et voici le texte qu'il faut chercher. Donc c'est beaucoup plus simple, ce qui arrive en 8.15. C'est poser la question pourquoi la query s'appelle sémantique et pas match. Pour ceux qui font de l'Elasticsearch, on fait déjà du match query. On pourrait déjà le faire, mais ça avait trop d'implications pour que ça soit directement fait en match pour l'instant. Donc on l'a mis sur un autre type de query. Mais à terme, j'ai pas de doute que tout ça va fusionner et ça va être beaucoup plus sympa. Donc pour faire de la recherche sémantique, maintenant dans 8.15, qui sort, j'espère, un jour, avant la fin de l'année, je suppose, vous pourrez faire ça. Pour faire un moteur de recherche sémantique, vous avez besoin d'une database vectorielle. J'espère que je vous ai montré qu'Elasticsearch en est une. Vous avez besoin éventuellement d'être capable de générer vos embeddings à la volée depuis votre database. Donc ça, c'est l'option machine learning dans Elasticsearch. Ce dont je ne vous ai pas parlé, je l'ai un petit peu évoqué, j'ai dit qu'on a accès à tous les autres outils d'Elasticsearch qu'on connaît déjà, notamment le filtrage. Si vous êtes dans un contexte d'entreprise, que vous posez une question niveau RH, genre où vous avez accès au bulletin de paye de tout le monde, etc. Vous n'avez pas envie qu'un ingénieur qui, lui, n'a pas les mêmes niveaux ait accès aux mêmes informations. Le document level security qu'on a nativement dans Elasticsearch va vous permettre de faire ça, de faire du filtrage pour dire non, je ne vais faire ma recherche vectorielle que sur un sous-ensemble auquel mon utilisateur a vraiment accès. Donc il y a de la sécu, il y a tout ça derrière. Donc j'espère que maintenant vous savez que Elasticsearch c'est aussi pour la recherche sémantique. Tout à l'heure, à 16h, Amphi A, je fais de la promo. Maxime va vous parler de mon Elasticsearch a perdu la boule, donc je vous invite à aller voir ce truc-là. Ça ne doit jamais arriver ce truc-là, mais bon, peut-être que ça arrive, je ne sais pas. Et demain, je vous parlerai moi d'un autre langage et un nouveau moteur qui est sorti dans Elastic, qui n'a pas de rapport avec tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, la recherche vectorielle, en tout cas pas pour l'instant. En Amphi E, demain à 13h30. Vous avez Open Feedback à droite, les slides à gauche, et je vous remercie de votre attention. Alors je crois qu'on a du temps pour les questions, et en attendant que la première question arrive, on va faire un selfie, parce que j'ai oublié, il faut faire des sourires. J'essaye d'être au plus loin pour avoir un maximum de gens. Allez.
Vous êtes loin quand même, dans ces amphis. Est-ce qu'il y a des questions? C'était clair? Ouais. Merci beaucoup. Je me posais la question, est-ce que vous fournissez des outils pour évaluer l'interprétabilité des dimensions des vecteurs? Parce que vous avez une base de données très riche selon des vecteurs. Est-ce que, du coup, en fonction de ce que vous avez un moyen d'extraire une interprétation d'une dimension? Je ne crois pas. Ça me dit rien, ça. Et ça sera en dehors d'Elasticsearch, de toute façon, je suppose. Parce que on parle plus du modèle, là, je suppose. De ce que génère le modèle. Ouais, mais d'un autre côté, comme c'est Elastic qui stocke les données, peut-être qu'il a moyen... Il y a peut-être moyen, avec un outil interne, de juste travailler sur une seule dimension et de voir ce que ça peut représenter. Oui, pas à ma connaissance. Ça ne me dit rien non plus. Oui, une question là-haut. Oui. Donc moi, je me posais la question de savoir comment le modèle il faisait abstraction du contexte de tous les textes qui ont permis d'entraîner le modèle, en fait. Parce que tout à l'heure, on voyait... que le modèle disait qu'il connaissait pas Thomas Pesquet parce que c'était pas dans son contexte, mais il a sûrement des textes justement qui font référence à Thomas Pesquet au moment d'entraîner ChatGPT. Donc comment il fonctionne là, enfin comment il fait justement pour faire abstraction de tout ça? C'est pas là. C'est là. C'est ici. C'est dans les instructions que tu lui donnes. Tu lui dis si tu n'arrives pas à faire une réponse, dis juste que tu ne sais pas. C'est dans le contexte que je te donne. Voilà, tu dois utiliser absolument mes réponses et rien d'autre pour fabriquer ta réponse. Okay. Donc il n'est pas censé halluciner et fabriquer une réponse en disant qui est Thomas Pesquet, même s'il sait qui est Thomas Pesquet. Et c'est juste à cause du prompt. Mais certains, si tu changes de LLM derrière, il y a certains qui vont bypasser ça et qui vont dire non, mais j'ai la réponse, je te la donne quand même. Donc on a des surprises des fois. J'espère que ça a répondu à ta question. Merci. Allez, 2 minutes. Alors, je crois que ça va être la pause. Bonne journée. À demain peut-être, pour ceux qui viendront demain.